Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez, on dit que les crises sont parfois des opportunités. On va voir un cas pratique de ça car j'ai vu passer un article dans Les Échos qui nous explique comment des traders ont profité de la Silicon Valley Bank et je vous propose qu'on lise ça ensemble. L'effondrement rapide de la Silicon Valley Bank a pris de court les marchés et a profité à quelques firmes de trading et de fonds méfiants sur le business model de la banque fétiche de la tech américaine. Lors de la débâcle de la Silicon Valley Bank, ses clients retiraient leur argent au rythme record de 1,2 million de dollars par seconde. Quelques traders et hedge funds empochaient au même moment une fortune. Et vous savez, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, en fait, la banque aurait pu se redresser. Mais ce qui se passe, c'est que quand tout le monde retire son argent en même temps, parce que les gens ont peur de perdre leur argent, et c'est normal que les gens aient peur de perdre leur argent. Imaginez que vous ayez votre argent dans cette banque, vous entendez des rumeurs comme quoi elle va pas bien du tout, bah évidemment que vous retirez votre argent et vous vous cassez, mais quand tout le monde le fait en même temps, ça hâte la faillite, et voilà, il ne pouvait rien faire par rapport à ça, parce que dès que le PDG va commencer à dire oui, mais si vous voulez, ça peut bien se passer, si on ne panique pas, ça peut bien se passer, tout le monde panique, et donc évidemment, ça se casse la figure. Alors, selon les données de S3 Partners révélées par Bloomberg, les vendeurs à découvert ont gagné près de 500 millions de dollars, anticipant la faillite de la SVB. Le titre était effondré de 60% jeudi. Il chutait d'une ampleur comparable vendredi dans la préouverture avant d'être suspendu. La spéculation à la baisse était alors déchaînée. Près de 38 millions de titres avaient été vendus à découvert jeudi contre moins d'1 million en moyenne par jour en 2023. Seulement une trentaine de hedge funds et de firmes spécialisées étaient vendeurs à découvert sur près de 5% du capital de la société. Et oui, bah, vous savez, hein, ça c'est un truc que je fais pas, mais vous pouvez effectivement parier à la baisse, et là ça s'est avéré rentable, surtout s'ils ont eu les infos un petit peu avant les autres. Bah ouais, c'est une bonne manière de faire de l'argent. Alors, embuscade. Parmi eux, Bleecker Street Research, selon Fortune, la banque s'acheminait vers des pertes colossales de 15 milliards de dollars du fait de la hausse des taux. SVB doit parier pour que la réserve fédérale vienne à son secours et arrête d'augmenter les taux d'intérêt, avait averti dès le 18 janvier la firme de vente à découvert Raging Capital Venture. Ouais, mais donc c'est vraiment tout un univers. Hein. Je comprends, hein, quand l'objectif est exclusivement de gagner de l'argent, je comprends que ce soit, voilà, c'est un secteur qui est intéressant, c'est un secteur qui est rentable. Le fait de suivre les boîtes qui sont possibles de se cracher pour se faire de l'argent en pariant à la baisse. J'ai entendu qu'il y a des gens qui justifient ça comme une manière de, si vous voulez, de hâter on va dire quoi, le darwinisme, ou alors la destruction créatrice, le fait que ça permet à des boîtes comme ça de repérer les acteurs du marché qui sont faiblards et de hâter leur sortie du marché, et plus vite ça sort, plus vite il y a d'autres personnes qui entrent, etc. Donc on peut justifier la vente à découvert comme quelque chose qui permet de hâter le processus de destruction-création. Mais ouais, donc c'est vraiment un métier, et je pense que la plupart des particuliers qui jouent à faire ça, qui jouent à prendre des positions à découvert, à shorter les titres, etc., ils ont tendance à se faire bien éclater. Et avant que la garantie de l'intégrité des dépôts ne soit déclenchée, les clients désireux de récupérer leur liquidité se sont adressés à quelques fonds, mais ils ont dû accepter de ne récupérer qu'une fraction de leur argent. D'après The Information, les traders de Jefferies avaient contacté les startups désireuses de récupérer leurs fonds gelés, mais en offrant de n'en récupérer que 70%. Certaines entreprises de la Silicon Valley redoutaient de vivre dans la tech ce qui s'est passé dans les cryptos après les faillites, etc. Ah oui, donc il y a des gens qui se sont fait aussi des thunes comme ça. Il y a des gens qui se sont fait des thunes en leur disant voilà, on vous garantit de récupérer ça. J'imagine qu'ils parviennent à récupérer plus que ça, et ils empochent la différence. D'accord, ouais, donc il y a plein de business qui peuvent se créer autour de ça. Dans les crises et mouvements de panique, les hedge funds et traders en mesure d'apporter de la liquidité peuvent engranger de forts profits. Ils ont fait une bonne affaire puisque les garanties totales des dépôts de la SVB ont été finalement décidées dimanche du fait des risques de contagion pour le système financier américain. Ouais, donc c'est vraiment ça ce qui s'est passé. Hein. Il y a des gens qui avaient donc de la liquidité, ces grosses boîtes qui ont dit vous nous cédez l'argent que vous aviez sur le compte de la
de la banque, nous on vous donne 80% ou 70%, et bim, vu qu'ensuite ça a été décidé de les sauver, j'imagine que s'ils sont malins, ils sont même allés faire du lobbying, ou ils se sont débrouillés pour pas trop prendre de risques. Peut-être qu'ils savaient déjà avant que la banque allait être sauvée. Enfin, ouais, c'est intéressant en fait. C'est intéressant parce que lire ce genre de choses, ça permet de comprendre ce que c'est que ceux qui ont un coup d'avance. Et ceux qui ont un coup d'avance, bah, c'est ceux qui sont capables de se dire « Ok, il y a une crise, tout le monde panique, on va essayer de saisir une opportunité. » Et ça suppose évidemment d'être anticyclique. Ça suppose de pas se dire « Ouh là là, c'est la crise, c'est la panique, c'est la fin du monde. » Non, comme ça, on fait absolument n'importe quoi. Et justement, on peut se faire avoir avec ceux qui savent garder la tête froide. Le premier réflexe des traders a été de vendre à découvert des actions des banques régionales qui ont plongé dans le sillage de la faillite de FTX. Ils ont engrangé plusieurs milliards de dollars de profit, mais Bill Ackman, le fondateur du hedge fund Pershing Square, suggère qu'il faut plutôt acheter ces titres désormais sous-évalués. Il souligne qu'il n'est pas investi dans les banques pour ne pas être accusé de manipulation. Selon lui, le gouvernement n'a plus d'autre choix que d'accorder aux déposants de ces établissements secondaires la même garantie sur leurs dépôts que pour les grandes banques. En fait, ouais, c'est un petit peu ça. C'est si vous êtes un investisseur particulier dans ce genre de circonstances, bah plutôt que de prendre un risque, vous profitez du fait qu'il y a une panique qui est déclenchée par une petite banque régionale qui se casse la figure. Je sais pas, pour mettre un billet dans JP Morgan, pour mettre un billet dans Bank of America, parce que de toute façon le secteur bancaire va être un petit peu affecté par ça. Et puis après, bah, vous profitez du fait que c'est des très grosses banques qui finissent par remonter. Et voilà. Enfin, c'est pas un conseil que je vous donne, mais c'est en général ce qui se passe, c'est qu'il y a une contagion à tout le secteur quand vous avez un canard boiteux comme ça qui fait faillite. Bah, il y a une grosse contagion. Ça permet de choper à meilleur prix des boîtes qui sont tout à fait solides dans le même secteur. La coexistence de ce système à deux vitesses n'est plus tenable après la faillite de la SVB. Carson Block, le fondateur de la firme de vente à découvert Muddy Waters, c'est marrant les mecs, le nom qu'ils se sont donné, estime que le gouvernement devrait protéger les banques régionales contre une fuite des dépôts en leur prêtant de l'argent. Il conteste en revanche la décision de l'administration Biden sur le dossier SVB. Elle revient à infantiliser les marchés et les investisseurs. Ouais, donc ça c'est vraiment la mentalité à l'américaine, à savoir, bah voilà, si les gens se cassent la figure, bah ils se cassent la figure, il faut pas les materner, et c'est comme ça que tout le monde se renforce. Et bien voilà, c'était très intéressant ma foi, et on va continuer de se faire ça de temps en temps, parce qu'on est là pour grandir, pour apprendre des choses, pour mieux comprendre ce qui se passe sur les marchés, mais aussi derrière les marchés. Côté investissement, eh bien ça y est, ouais, on est repassé dans le vert là, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, tiens, d'accord, on est en plus-value aujourd'hui, je ne m'y attendais pas, c'est, bah voilà, ça fait plaisir, mais de toute façon, en ce moment, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, donc ce qui est important, c'est les dividendes, en tout cas, c'est ce que je regarde, c'est ce que je suis. Vous voyez, là, j'ai un petit peu de dividendes qui sont arrivés, et j'ai plein de dividendes qui vont tomber, vous voyez, ça y est, les ETF ont commencé à verser leurs dividendes, et vous voyez, j'en ai plein, ça c'est un ETF, ça c'est un ETF, ça c'est un ETF, ça c'est un ETF, et le paiement des dividendes des ETF fait qu'on a atteint la 183 € récoltés en dividendes pour ce mois de mars. Je pense qu'on va allègrement passer la barre des 200 € ce mois-ci. Et ce qui est intéressant et motivant évidemment, c'est de comparer mars 2023 avec mars 2022. En mars 2022, on avait touché 153 €, on est déjà à 180, donc vous voyez, c'est quand même une belle augmentation. C'est une augmentation qui est liée au fait que j'investis régulièrement, que je réinvestis les dividendes que je touche, et que les entreprises que j'ai augmentent leurs dividendes, et aussi sur le long terme, les ETF ont tendance à augmenter leurs dividendes évidemment, puisque les dividendes augmentent à l'échelle du marché. Et si on compare avec mars 2021 c'était 63, donc vous voyez, on a quand même une belle progression, 63, 153, 183, et on va largement dépasser les 200 € ce mois-ci, donc c'est quand même très agréable. Ces dividendes, évidemment, je vais les réinvestir, et ce qui est chouette sur mon courtier de Giro, c'est que je peux réinvestir pour acheter sans frais des nouvelles parts d'ETF, et c'est vraiment ce que je fais avec mon compte de Giro, c'est que ça va être mon partenaire de revenus passifs quand je déciderai d'arrêter de travailler, de faire autre chose, même si je pense que je vais pouvoir faire très longtemps ce que je fais parce que j'aime
le faire, mais en tout cas l'objectif c'est que au bout d'un moment, j'ai pas à me prendre la tête, j'ai une énorme masse d'ETF dans ce portefeuille qui me paye régulièrement des dividendes sans que j'ai à me dire oui mais est-ce que je dois faire attention à telle position dans telle ou telle boîte. Non, avec les ETF qui me distribuent mes revenus, je pourrais dormir sur mes deux oreilles. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier DeGiro, et ce qui est chouette c'est qu'en suivant ce lien vous bénéficiez d'une promo qui est à l'heure actuelle chez DeGiro, ce qui vous rembourse 100 € de frais de courtage. Donc encore une fois, les frais de courtage vous n'en avez pas besoin quand vous achetez des ETF parce qu'il n'y a pas de frais quand vous achetez les ETF. Par contre, vous avez quelque chose comme 1 € de frais quand vous achetez des actions américaines ou des actions européennes. Et donc, si vous voulez construire vos positions, ce sera tout à fait $1 en passant par ce lien. Alors, l'autre chose qui va animer ma soirée d'investisseur, c'est que Realty lance un nouveau type de propriété sur son site. Vous voyez que c'est toujours possible de choper des parts de cette propriété plus traditionnelle qui est ce qu'ils font habituellement, à savoir de l'immobilier à haut rendement dans des zones qui sont, disons, en reconversion, donc les Détroit, certaines zones de Chicago, etc. Et là, ils nous ont proposé une propriété qui est, pour le coup, une propriété de classe plus luxe. Et c'est une propriété qui est dans la région d'Atlanta, donc ça permet aussi de se diversifier géographiquement. Vous voyez qu'il y a un rendement qui est moins élevé que ce qu'on a d'habitude, donc c'est du 7%, un peu plus de 7%. C'est pas mal pour de l'immobilier, du plus de 7%, mais on est sur autre chose. Et j'avais demandé à Jean-Marc Jacobson, en fait, pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Pourquoi est-ce que c'était pas plus intéressant pour eux de... Voilà, parce que moi, pour vous le dire franchement, si je veux de la diversification, je vais acheter un ETF, avec le marché mondial. Si je suis sur Realty, c'est avant tout pour avoir un rendement qui tombe comme une horloge. Et en fait, ce qu'il me dit, c'est qu'ils abordent les marchés immobiliers un peu comme des stratèges, et ce qui se passe, c'est que ça devient intéressant, vu ce qui se passe sur les marchés immobiliers avec les hausses des taux, etc., ça devient intéressant de choper de l'immobilier patrimonial. Donc là, on est sur de l'immobilier de rendement, c'est des propriétés qui sont pas chères à acheter, où on n'espère pas que ça va prendre énormément de valeur, même si ça s'est quand même bien apprécié historiquement, les propriétés qu'ont acheté Realty, mais c'est pas pour ça qu'on les achète, on les achète surtout pour le rendement. Et l'idée c'est que là vous pouvez choper des propriétés qui étaient plus classe, plus luxe, qui s'adressent à des populations qui sont plus riches. C'est possible de les choper à un assez bas prix et donc d'espérer une plus belle appréciation du capital. Et donc c'est pour ça ils ont commencé par l'immobilier de rendement, parce que c'était le moment de rentrer sur Détroit, c'était le moment de rentrer dans certaines zones de Chicago ou de Cleveland au moment où ils l'ont fait pour aller chercher du beau rendement. Et là la manière dont ils vont pouvoir apporter de la valeur aux investisseurs, c'est en profitant du fait que le marché de l'immobilier est en train de baisser ou de stagner, pour choper à meilleur prix des propriétés qui sont de plus haut niveau. Et quand on regarde, c'est pas mal. Et elle est dans un quartier qui est plutôt joli. Et ouais, donc on est sur quelque chose qui est en bon état. Voilà, c'est tout propre, c'est tout neuf. Et donc pour nous proposer cette propriété, Realty fait un partenariat avec un spécialiste de ce genre de propriété. Et à l'avenir, les partenariats de ce genre vont se multiplier pour nous permettre d'avoir plus régulièrement des propriétés qui vont nous permettre de nous diversifier. Donc quoi qu'il en soit, moi je vais essayer de choper un morceau de cette propriété ce soir, et si j'arrive pas à la choper, je me rabattrai avec plaisir sur cette propriété. Tant qu'il y en a sur le marché, je vais continuer à en acheter pour augmenter ma position là-dedans, parce que j'aime bien aussi l'immobilier de rendement. En tout cas, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec Realty, vous avez également mon lien affilié sous cette vidéo. Ça vous permet de soutenir la chaîne et ça ne vous coûte rien, donc c'est quand même très cool. Donc là, vous voyez, c'est la courbe des dividendes que je reçois, et pour ce qui est des loyers chez Realty, la courbe est ici. Donc vous voyez, c'est ça qui est chouette quand vous investissez chez Realty, c'est que vous touchez le loyer tous les lundis, et voilà, vous avez une belle croissance, une croissance qui est quand même plutôt prédictible. Vous pouvez immédiatement réinvestir en achetant des fractions de tokens pour avoir un portefeuille qui bénéficie d'un bel effet cumulé. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est quand même une assez bonne manière de s'exposer à l'immobilier. Et l'immobilier avec la bourse, ça fait partie des choses qui permettent de construire de la richesse sur le long terme. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.